femmes étaient de plein droit dans la société. L'enluminure, c'est l'ancêtre de la bande dessinée et je trouve ça très rigolo. Et puis c'est un des exemples qui nous montre que le Moyen-Âge, c'est pas seulement une période sombre, triste, faite de famine, de guerre et de maladies, mais qui est aussi remplie de couleurs, de joie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Secrets d'enluminure. Donc aujourd'hui, nous sommes encore sous la charpente du château de Châteaugiron. Et donc pour ce deuxième épisode, nous allons parler des femmes exceptionnelles en Bretagne. Parce que les femmes en Bretagne ont un sacré tempérament. Donc nous allons parler par exemple de femmes pirates, ou d'Anne de Bretagne, ou encore de femmes chevaleresses. On expliquera ce mot. Et justement, comme invitées, nous avons deux femmes, Sophie Brouquet et Elsa Millet. Alors Sophie, je te laisse te présenter. Oui, donc je m'appelle Sophie Brouquet, je suis professeure émérite de l'Université de Toulouse et mes travaux de recherche et mes livres portent sur les femmes fortes au Moyen-Âge, femmes de guerre, chevaleresses et aussi femmes de pouvoir. Elsa ? Alors moi je suis Elsa Millet, je suis enlumineur et calligraphe, je suis passionnée de dessin depuis toute petite et puis je suis devenue enlumineur calligraphe après une formation à Angers et maintenant je suis à mon compte depuis 2011. Donc je réalise des sujets historiques, médiévaux mais pas seulement, d'autres époques aussi que j'explore et puis des sujets plus contemporains et puis j'enseigne aussi ces deux disciplines en tant que loisir. D'accord, très bien. Bon, alors nous allons commencer par une première question, Sophie. Quels étaient les rôles des femmes au Moyen-Âge en France ? Alors, c'est un vaste sujet. Cela dépend évidemment de leur situation sociale, femmes de noblesse, femmes de paysannes. Donc, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que contrairement à une idée reçue, les femmes étaient de plein droit dans la société, avec pratiquant des métiers qu'on peut parfois trouver étonnants, comme par exemple forgeronne, gendarme, enlumineresse. Et alors évidemment, pour ce qui concerne les femmes de la noblesse, dont on va parler abondamment, il s'agit donc de femmes qui tiennent la seigneurie de leur mari quand ils ne sont pas là, et notamment quand ils sont à la guerre. Et donc elles sont de droit familial, châtelaine, chevalière ou chevaleresses et femme de guerre. D'accord. Elsa, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre parchemin et cuir ? Alors le parchemin, c'est donc la matière principale qui sert de support pour fabriquer les livres au Moyen-Âge. Donc, il s'agit d'une peau d'animal. Le parchemin, c'est forcément une peau d'animal. Et évidemment, c'est la même matière première que le cuir, mais ils ne vont pas être travaillés de la même manière. Le cuir va être tanné. Alors le tannage, c'est une réaction chimique entre des tanins et la peau d'animal, alors que le parchemin, lui, va être trempé dans un bain de chaux pour enlever les poils et les morceaux de chair qui restent, pour être ensuite séché et tendu sur un cadre, pour être affiné, blanchi, pour servir ensuite de matière première pour faire les pages des livres. Voilà. Alors le papier, quant à lui, ici nous avons une feuille de papier chiffon, pur chiffon artisanal. Il arrive en Europe au XIIIe siècle par l'Italie et l'Espagne. Et en France, il va arriver très progressivement au XIVe siècle, mais il reste très minoritaire parce que le parchemin est plus prestigieux et beaucoup moins fragile. Voilà. Alors Sophie, on a justement une enluminure qui montre une chevaleresse. Alors déjà, qu'est-ce qu'une chevaleresse ? Et puis, qui est Jeanne la Flamme dans la guerre de succession de Bretagne ? Alors la chevaleresse, c'est la femme qui monte à cheval pour faire la guerre. Peuvent aussi, évidemment, les femmes de la noblesse faire pratiquer la chasse aux faucons, mais là, en l'occurrence, ce sont des femmes qui portent des armures et qui vont au combat.
Alors pendant très longtemps, on a oublié ce mot, mais le mot existe au Moyen-Âge. La chevalière, c'est la femme d'un chevalier, mais la chevaleresse, c'est une femme de guerre, et qui appartient à la noblesse, bien sûr. Alors, dans toutes les sociétés médiévales, même en islam d'ailleurs, il y avait au Moyen-Âge des femmes qui combattaient pour leurs idées ou pour leur foi. Et en Bretagne particulièrement, la guerre de Cent Ans, qui a pris la forme de la guerre de succession de Bretagne, c'est-à-dire au XIVe siècle, a été l'objet de nombreux combats, sièges, surtout des sièges de ville. Et donc, les maris n'étant pas là, ou morts, ou prisonniers, ce sont les femmes qui se sont mis au travail. Et alors, la première enluminure, donc, on voit ici, c'est une enluminure qui est issue d'un célèbre manuscrit. Son auteur s'appelle Jean Froissart, et c'est le plus grand chroniqueur de la guerre de Cent Ans, des débuts de la guerre de Cent Ans. Et il explique donc que le messire Charles de Blois est un des prétendants à la couronne du duché de Bretagne. Et son adversaire, c'est Jean de Montfort. Et là, je vais parler donc de la femme de Jean de Montfort, qu'on a surnommée Jeanne la Flamme, et qui est en fait la fille du comte de Flandre, c'est-à-dire qu'elle sort d'un lignage très très prestigieux. Quand les deux prétendants, je fais un petit peu un court raccourci sur la guerre de Cent Ans en Bretagne, quand les deux prétendants au trône de Bretagne, donc Charles de Blois et Jean de Montfort, se sont disputés, eh bien l'un a pris le parti du roi de France et l'autre a pris le parti du roi d'Angleterre. Et du coup, la guerre de Cent Ans est venue en Bretagne par ce fait. Et donc, à l'époque de cette enluminure, Jean de Montfort est fait prisonnier par les Français. Et c'est sa femme, donc, qui va prendre la tête de la résistance aux Français. Et elle va s'installer dans la ville d'Hennebont. Les murailles que vous voyez ici, c'est les murailles d'Hennebont, vues à l'époque. Et elle va tenir tête, donc, à l'armée française. Elle va non seulement empêcher, alors on la voit ici, vous voyez, avec son hénin, son grand chapeau pointu, des femmes de la noblesse, et elle garde le château, mais elle profite en fait d'une nuit où elle va sortir d'Hennebont pour aller attaquer le camp de tente des Français, on la voit ici, sortir, et elle va mettre la flamme aux tentes du commandant de l'armée royale, et d'où le surnom Jeanne de la Flamme. Voilà, Jeanne la Flamme. Et donc, elle est célébrée pendant très longtemps. Et il y a une ballade qui a été écrite au Moyen-Âge. Je cite deux phrases. « Jeanne la Flamme est la plus intrépide qu'il y ait eu sur terre vraiment. Jeanne la Flamme avait mis le feu aux quatre coins du camp des Français. » Donc, on chantait ça jusqu'au XVIIIe siècle dans les campagnes bretonnes. Donc là, en effet, donc on a une enluminure donc, qui vient de la Bibliothèque nationale de France de l'Arsenal, donc qui représente Jeanne de Flandre, la célèbre Jeanne la Flamme. Donc en fait, là, on voit une ville qui est assiégée, donc, et on a Jeanne la Flamme en haut des remparts. Donc on la reconnaît grâce à son grand chapeau là sur sa tête, son hénin, et elle semble défendre la ville d'Hennebont. On est en 1342, et donc là elle est en train de jeter une pierre sur les assaillants. Et ici donc on retrouve le même personnage une deuxième fois, comme on a vu justement dans le premier épisode de Secret d'enluminure. Ça arrive souvent dans les enluminures qu'on retrouve comme ça plusieurs moments, plusieurs temporalités sur une même image. Donc là, on a Jeanne, cette fois, qui se déplace à cheval, ici, et elle quitte la cité assiégée d'Hennebont pour aller incendier, donc mettre les flammes. On voit les tentes qui s'enflamment, et c'est pour ça qu'on l'appellera Jeanne la Flamme, incendier les tentes ennemies. Alors, juste un petit détail aussi, on voit bien donc les fleurs de lys et des Français, et on a l'impression que c'est ce que dit le chroniqueur, ils sont tellement ébahis, éberlués que cette femme leur jette des pierres et riposte, qu'on les voit un peu, les commandants de l'armée française, complètement perdus, la regardent assez étonnés. Oui, tout à fait, oui. Alors, donc Elsa, les enluminures des manuscrits étaient pratiquées par des hommes,
mais aussi par des femmes qu'on appelait les enlumineresses. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus ? Sur les enlumineresses ? En fait, quel matériel était utilisé par les hommes ou par les femmes enlumineurs ? Oui. Et merci de le souligner, parce que c'est vrai que l'histoire a retenu, encore une fois, surtout les hommes, mais évidemment, il y avait beaucoup de femmes dans les ateliers. Alors, les matériaux principaux, donc on va voir d'abord les supports qui vont recevoir les textes calligraphiés et puis les enluminures. Donc ça va être d'abord le parchemin, comme je le disais tout à l'heure. Le parchemin, c'est de la peau d'animal. On utilise du mouton, de la chevrette, de la chèvre et aussi du veau. Et ce que l'on appelle vélin, c'est de la peau de veau mort-né. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le support qui va être utilisé tout au long du Moyen-Âge, pendant 1000 ans. Ensuite, on va avoir les couleurs qui vont mettre en lumière les pages des manuscrits. Donc les encres ferrogalliques notamment, qui sont fabriquées à partir de noix de Galles et de sulfate de fer. Et là, ça crée une réaction chimique qui crée une encre noire et qui noircit en s'oxydant avec l'oxygène. C'est assez magique. Voilà. Et ensuite, on a d'autres encres, bien sûr, mais toute la partie pigments qui sont tous d'origine naturelle. On y reviendra tout à l'heure. Et puis enfin, on a les outils qui permettent d'appliquer toutes ces couleurs. Donc, on a les plumes d'oiseaux, les plumes d'oie notamment. C'est surtout la plume d'oie qui est utilisée pour calligraphier les textes. Donc il y a plusieurs opérations successives qui permettent de durcir la plume et puis de la tailler. À noter qu'au Moyen-Âge, contrairement à de nombreux films et idées reçues, on ébarbe les plumes. Donc si vous voyez un film qui se passe au Moyen-Âge comme ceci, ce n'est pas historique. Très bien. Voilà. Et ensuite, on va avoir bien sûr des pinceaux qui ressemblent à peu près à nos pinceaux d'aujourd'hui et qui sont surtout en poil d'écureuil. Ensuite, on va avoir la mine de plomb qui permet de tracer les réglures, comme on le voit ici, pour les textes. Et puis qui permet aussi de tracer les dessins avant de les enluminer. Oui. On va avoir des couteaux et puis des pierres d'agate montées ici en brunissoir qui permet de faire briller l'or une fois qu'il est posé. Donc l'or en feuille. Et c'est assez magique parce que vraiment ça donne un rendu exceptionnel. Voilà, donc tout un tas de petits outils. Alors on a aussi la molette en verre ou d'autres matériaux à l'époque qui permet de broyer les pigments. Voilà, donc toute cette panoplie d'outils qui permet de mettre en lumière les manuscrits. Oui, c'est super d'avoir ça ici. Alors, quelles étaient les autres femmes guerrières en France ? Est-ce qu'elles sont beaucoup représentées sur les images ? Pas vraiment, hein. Alors, pas beaucoup. Bon, alors évidemment, il y en a une qui, je dirais, écrase tout, c'est Jeanne d'Arc, bien sûr. Ouais. C'est là, vraiment le modèle de la chevaleresse. Mais on en trouve partout. En fait, l'idée, c'est que dans le contexte féodal, le comté, le duché est une affaire de famille. Donc si l'homme n'est pas là, si les enfants sont trop petits, c'est la femme qui doit faire toute chose. Alors on en trouve, dès qu'il y a des textes écrits à partir du XIe siècle, XIIe siècle, on en trouve déjà des femmes qui se battent, en particulier en Normandie. On en trouve dans les croisades, on en trouve... Quand on cherche, on en trouve. Voilà. Et ça va durer donc jusqu'à la Renaissance. Et puis après, par contre, elles vont devoir rentrer dans le rang. Alors, donc maintenant, on va parler des enluminures et des pigments, vraiment précisément. Donc, quels pigments étaient utilisés au Moyen-Âge ? Alors, au Moyen-Âge, les pigments sont tous d'origine naturelle et de 3 provenances principales, animale, végétale et minérale. Alors, pour les pigments d'origine animale, on a par exemple la sépia de la seiche, voilà, qui donne un brun noir très très important et tellement utile pour toutes les ombres. C'est vraiment
Oui, c'est un noir agréable. très Et... profond, ouais. Très beau. Hein. Oui, c'est très joli. sombre. On a aussi alors j'en ai pas ici, mais nous avons aussi la pourpre du murex et le rouge de la cochenille, qui sont pour ces pigments animaux. Ensuite, on a des pigments végétaux qui vont être par exemple issus des fleurs comme le safran qu'on a ici, les racines comme la garance. Hop, voilà, racines de garance et puis son pigment préparé. Voilà. Il y a aussi la guède, la pastel. Et puis ensuite, on a une grosse partie d'origine minérale. Alors les pigments d'origine minérale, on va avoir les ocres, très importants. Hein. Eux, ils proviennent des oxydes de fer de l'argile. Voilà. Et les ocres, c'est une grande gamme qui va du jaune au noir en passant par le rouge. Ah oui, le noir aussi, ouais. Des couleurs assez terreuses, hein, mais qui sont très utiles pour toutes les représentations de paysages, de bois. Ensuite, on va avoir des pigments d'origine, enfin toujours dans le minéral, mais à partir de pierres précieuses et semi-précieuses, comme le lapis-lazuli, voilà, qui va donner le bleu outre-mer, tellement célèbre et tellement important. On va avoir aussi l'émeraude et puis la malachite pour les verts. Un très beau vert. Ouais. Oui, très joli vert qui en général sert à faire les végétaux qui sont dans les marges des manuscrits. Oui, mais justement, oui, comme tu as ici là sur le petit cadre. Oui, exactement. Qui est tiré des grandes heures d'Anne de Bretagne. Oui, si je ne c'est m'abuse, un détail, un extrait des grandes heures d'Anne de Bretagne. Et la plante d'ailleurs, c'est de la brionne, une plante qui était très célèbre à l'époque et qu'on a vraiment oubliée aujourd'hui, et qui serait sans doute à l'origine de ce qu'on appelle la feuille de lierre dans les mares, justement, cette petite feuille qui est dorée à la feuille. Qu'on appelle feuille de lierre, mais en fait, il s'agirait peut-être plus d'une représentation de la brionne. D'accord. Voilà. Alors, pour finir avec les pigments, on a aussi la partie des métaux, qui est très importante, avec la feuille d'or, évidemment. Alors, la feuille d'or, il y en a ici, voilà. On avait aussi de la feuille d'argent qui est un petit peu moins courante. Puis on a beaucoup d'exemples où elle est complètement oxydée, donc elle a l'air gris foncé, mais elle est bien présente. Mais c'est vrai que l'argent s'oxyde par rapport à l'or. Oui, ouais. Mais ça existait aussi, et c'est vrai que l'or, c'est quasiment incontournable dans les manuscrits. Donc on l'utilisait en feuille, et puis on l'utilisait aussi moulu, en pigment. Et c'était valable également pour l'argent, qu'on transformait en pigment pour pouvoir l'appliquer au pinceau et réaliser des choses qu'on ne peut pas faire avec la feuille. Alors, on a aussi des produits de réaction chimique, comme l'encre furogalique dont je parlais tout à l'heure, et puis la céruse, qui est faite à partir du plomb, très dangereux, qu'on a heureusement remplacé aujourd'hui, voilà, mais qui produit le blanc et qui est très 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 important également. Et puis on a aussi le vert de gris qui est une réaction chimique importante. Et puis tous ces pigments vont être agglomérés entre eux et fixés sur le support par des liants qui eux aussi bien sûr sont tous d'origine naturelle. Les liants, tu peux expliquer? Les liants bien sûr, alors ce sont des colles, des gommes qui vont servir justement à lier les pigments entre eux et à les fixer sur leur support. Alors ça peut être selon l'atelier puisque chacun a ses recettes, ça peut être du blanc d'œuf. Oui, alors, il n'est plus très blanc, mais il paraît que c'est comme ça qu'il est le meilleur. D'accord. Ensuite, nous avons de l'eau mielée. Le miel étant un ingrédient extrêmement important au Moyen-Âge, dans tous les domaines, l'eau mielée qui va servir à coller et à ralentir le séchage. Il ne faut pas en mettre de trop. Ensuite, on va avoir la gomme arabique qui provient de la sève d'arbres fruitiers. Donc on la trouve sous forme solide, on la fait fondre et puis ensuite on peut la mélanger dans les préparations de pigments. Et puis on va avoir aussi des colles animales comme la colle de poisson, la colle de peau qui sont très 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 agréables, notamment pour poser la feuille d'or. La colle de poisson c'est fabuleux. Pas pour les sentir.
Oui, Alors, ça ne sent pas du tout le poisson. Le poisson, ah oui, c'est Voilà. étonnant ça. Alors c'est la C'est de la colle de peau poisson. de lapin qui sent très bon. Peut-être. Alors, au Moyen-Âge, la colle de poisson, et c'était très précis, était fabriquée à partir de la vessie d'esturgeon. Ah, d'accord. Voilà. Et puis on a d'autres gommes végétales, la gomme sandarac et d'autres colles, voilà, comme la colle de peau de lapin par exemple, d'origine animale. Et puis pour coller la feuille d'or, je le disais, il y a la colle de poisson, il y a beaucoup de matériaux qui servent à poser l'or, le jus d'ail et puis le gesso. Voilà, qui lui aussi a d'innombrables recettes, autant de recettes que d'ateliers, qui est un mélange à base de pigments et puis de colle qui vont être en plus forte concentration que dans les pigments, qui vont permettre vraiment de faire tenir la feuille d'or et en plus de la faire briller. Donc ça va être toute une petite cuisine qui va permettre de faire tenir et d'avoir un très très beau rendu. Il ne faut pas non plus que la couleur sature. Pour la feuille d'or, il ne faut pas que la texture soit trop molle. Donc c'est vraiment un jeu d'ajustement dans les quantités. Il ne faut pas dépasser. Il faut qu'il y en ait aussi assez pour que tout tienne, pour ne pas que ça saute. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, là, on a une très belle reproduction d'une femme auteure, mais c'est très rare d'avoir ce genre de scène. Très rare, oui. Je n'en connais que pour 2 autrices ou auteurs femmes, à savoir la célèbre Christine de Pisan. On la voit amener un livre agenouillé devant Isabeau de Bavière, et donc celui-ci. Il s'agit donc de Anne de Graville, et la personne évidemment c'est... alors ça n'est pas Anne, c'est sa fille Claude de France, la femme de François Ier. Et alors on la voit donc agenouillée, Anne de Graville, on la voit agenouillée, vêtue de noir, avec la coiffe que l'on retrouve à cette époque-là, c'est-à-dire on est au début du XVIe siècle. Et Claude de France est assise sur un lit d'apparat. Au Moyen-Âge, quand on recevait quelqu'un, homme ou femme, c'était dans la chambre, mais ce n'était pas la chambre à coucher, c'était la chambre d'apparat, et on recevait assis ou couché sur son lit. Et on voit évidemment ici toutes les dames de compagnie de Claude de France. Voilà. Et donc Anne de Graville est une femme qui, elle aussi, a des liens quand même avec, je dirais, la guerre, puisque son père était amiral. L'amiral Louis Mallet de Granville, et elle était d'une dame d'honneur de Claude de France, et une amie très proche d'une très grande femme aussi du début de la Renaissance, Marguerite de Navarre, qui était un grand écrivain aussi. Et là, le texte qu'elle apporte à Claude, c'est en fait une traduction en français qu'elle a faite d'un texte de Boccace, l'auteur italien. C'est une histoire qui se passe dans l'Antiquité qui s'appelle la Théséide, qui raconte des amours contrariés. D'accord, très bien. Elsa, c'est super parce qu'on a un beau bleu, du vert. Certainement, oui. De l'or même. Oui, de l'or. Dans les plis de... Oui, les rideaux partout. L'or en poudre, vraiment l'or moulu, va servir surtout à faire les lumières sur les tissus ou sur d'autres motifs. Mais c'est vrai que c'est une lumière qui est vraiment très très belle sur les tissus notamment. Ouais. Bon alors voilà pour ce manuscrit conservé à l'Arsenal, la Bibliothèque nationale de France aussi. Donc alors en fait la pirate Jeanne de Belleville, on a une pirate en Bretagne, donc Jeanne de Belleville, qui est une femme exceptionnelle. Donc parle-nous d'elle et de cette petite fille aussi, Marguerite de Clisson, donc qui a pris en otage le duc de Bretagne, comme on le voit sur cette image. Alors on est toujours dans cette histoire donc, de guerre de succession de Bretagne. On n'est pas très loin de Jeanne la Flamme, puisque c'est juste après. Et Jeanne de Belleville donc a épousé un personnage qui est très important, puisqu'il s'agit d'Olivier de Clisson, qui a été le connétable du roi de France et qui a trahi. Et le roi de France l'a fait décapiter. Et donc elle veut se venger.
Et avec ses 2 fils, donc, elle va se former une petite flotte de 3 bateaux pour se faire pirate ou corsaire, ça dépend comment on peut le voir. Et elle a fini quand même par avoir son bateau coulé. Et donc avec son fils, elle s'est réfugiée en Angleterre et elle a épousé un seigneur anglais en pleine guerre de 100 ans. Et d'ailleurs, Jeanne Laflamme aussi tout à l'heure, elle a fini la pauvre par devenir folle et elle s'est réfugiée en Angleterre, elle aussi. Oui. Et le fils d'ailleurs de Marguerite de Clisson, Olivier de Clisson, est devenu connétable de France, Voilà. donc chef des armées après la mort de Bertrand du Guesclin. C'est Voilà, un fidèle exactement. compagnon d'armes. Personnage très important et Oui. un petit peu violent, on va dire. Oui. Il n'avait pas forcément une très bonne réputation. Alors, effectivement, dans la même famille, donc, on va trouver Marguerite de Clisson. Et là, c'est une enluminure d'un manuscrit qui est très important pour la Bretagne, puisque c'est un texte écrit par Pierre le Beau et qui raconte la chronique de la Bretagne, et particulièrement lors des guerres de 100 ans. Et là, il montre donc la forteresse de Champtoceau, voilà, j'ai toujours du mal à le dire, et elle s'est retranchée elle aussi dans sa forteresse, on la voit ici, et on voit donc les attaquants. Alors non seulement elle garde ce château, et ensuite elle va envoyer donc des mercenaires et ses fils attaquer donc ses ennemis, et elle va les faire mettre en prison. Et donc on voit là, alors toujours on voit les ennemis donc côté français, et elle va donc se montrer extrêmement virulente, et à force d'être assiégée, elle va finir par se rendre. Et elle va être obligée donc de donner tous ses biens aux Français. Et du coup, la lignée des Clisson vont s'arrêter là. Tout à fait, oui. Alors, ce qui est fabuleux sur cette image, c'est qu'on a plein de couleurs, justement. Ah oui. Alors, quelles sont les couleurs qu'on utilisait et pourquoi ? Alors, il y a des couleurs qui sont récurrentes. Alors, au niveau décoratif, on a à partir de la période romane, 10e, 12e siècle, une prédominance de rouge et de bleu. Avant, on avait la pourpre qui était très importante à l'époque carolingienne, mais à partir de l'époque romaine, voilà, c'est vraiment rouge-bleu, vraiment au niveau décoratif. Et puis ensuite, on va avoir un lien entre la rareté d'un pigment et la symbolique de sa couleur. Mais déjà, rouge-bleu, ce sont des couleurs royales. Oui, voilà, des couleurs majestueuses parce que justement, elles ne sont pas faciles à avoir. Oui. Soit à fabriquer, soit leur provenance est lointaine. Et elles sont très chères, oui. Voilà. Tout à fait, Et donc, plus un pigment est cher, plus il est symboliquement important. Donc, ça va évoluer avec les difficultés d'approvisionnement, les modes, les courants de pensée. Par exemple, à l'époque carolingienne, on a, oui, comme je le disais, la pourpre qui était tellement chère que son utilisation était exclusivement réservée à la représentation des empereurs. Et ensuite, un petit peu plus tard, on a le lapis-lazuli qui apparaît en Europe. Et lui, il vient d'Orient, donc il est extrêmement cher. En plus, il faut trier plusieurs minéraux qui le constituent, donc il est vraiment très très cher. Donc lui, il est réservé à des personnages divins, comme la Vierge Marie, ou des rois et des reines. Ouais. Il fait un bleu très outre-mer, très profond. Il est magique, ce bleu. Oui. Le bleu azur, oui. D'accord. Alors, donc on a aussi une image d'Isabelle Stuart, accompagnée de ses 2 filles. Oui. Donc cette image provient de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Alors, évidemment, Isabelle Stuart a une origine, comme vous vous en doutez, écossaise, mais elle est la femme donc, du duc de Bretagne. Et ici, donc, c'est un livre religieux, ou plutôt de morale, qui s'appelle le livre des vices et des vertus, ou la Somme le roi, puisque le premier de ces manuscrits avait été fait pour le roi Philippe le Bel par un frère qu'on appelle frère Laurent, et on ne sait rien d'autre de lui. Et donc, là, on a une pleine page, ce qui est évidemment très rare, et c'est souvent la première page ou le revers du premier feuillet où l'on voit des grandes pages comme ceci. Alors on voit bien entendu la duchesse de Bretagne avec son livre d'heures de prière, et elle est dans une chapelle gothique,
et accompagné de ses saints patrons, avec ses 2 filles. Et là, il s'agit en fait d'une statue qui lui permettrait même à elle toute seule de dater cette représentation, puisque c'est ce que l'on appelle la Pietà ou la Vierge de Pitié, qui apparaît à la fin du XIVe siècle. Ce n'était pas un thème qui existait auparavant et qui n'existe pas dans les évangiles. Alors, bien entendu, on voit ici 2 anges qui tiennent les armoiries, l'Hermine et les Stuarts, et la couronne, mais c'est la couronne de Bretagne que l'on retrouve ici. Et là, on a dans les bordures une floraison de feuilles d'acanthe bleues, qui est vraiment tout à fait à la mode à cette époque-là et qui va durer assez longtemps à la mode. On trouve aussi des violettes, des pensées, des roses, parfois on trouve aussi des fraises. Et c'est vraiment des stéréotypes que les enlumineurs les utilisent régulièrement. Et très souvent d'ailleurs, le peintre qui fait la grande page n'est pas le peintre qui fait les bordures. On les appelle les peintres des bordures. Oui, là on a un très beau bandeau marginal, justement, oui, avec des anges. Et en effet, il y a plusieurs peintres, plusieurs enlumineurs qui interviennent, chacun ont des spécialités. Il y en a même qui sont spécialistes des mains, voilà. Oui, c'est un travail tout à fait collectif, et il y a des femmes qui travaillent donc dans les ateliers. Et on connaît par exemple un peintre parisien qui s'appelle Jean Lenoir, et il travaillait avec sa fille, Bourgault, pour notamment le duc de Berry. Il est très régisseur du duc de Berry, oui. Alors, donc là, on a une image qui représente Françoise de Dinan, donc qui vient justement de la bibliothèque de Rennes, près d'ici. Alors c'est un livre d'heures, encore une fois. Le livre d'heures, c'est le best-seller du Moyen-Âge. Sur la proportion des manuscrits médiévaux que l'on conserve avec des enluminures, on pourrait dire que c'est pratiquement 70% des livres d'heures. Le livre d'heures, ce n'est pas un missel, c'est un livre qu'on garde chez soi pour prier, comme le fait Françoise de Dinan, devant la Vierge. Et très souvent, la partie la plus importante et la plus enluminée du livre d'heures, c'est l'office de la Vierge, c'est-à-dire des prières faites à la Vierge. Et le livre d'heures, ça veut dire les heures où l'on prie dans la journée. Oui, voilà. Tout à fait. Mais ça n'est pas la messe. Voilà. Alors, c'est à la fois un outil pour la prière, mais c'est aussi une sorte de snobisme d'avoir le plus beau livre d'heures. C'est des livres d'heures. Alors, celui-là n'est pas grand, c'est vraiment, il est assez petit. C'est souvent la taille d'un livre de poche, on dirait maintenant. Et les femmes les attachaient à leur ceinture. C'était pratique pour voyager, voilà. Et pour les montrer aussi. Oui, Voilà. Tout à fait. Ouais. Et donc, ici, nous avons donc... c'est très très chargé. Et on voit donc qu'il y a donc la scène principale, donc Françoise de Dinan avec son livre, c'est-à-dire que c'est le livre dans le livre. Ça, c'est un jeu de perspective qu'on aime beaucoup. On est au XVe siècle là, et la Vierge à l'enfant. Et puis ensuite, on a un encadrement. Alors on va trouver des lys, des œillets, etc., etc. Et puis une autre enluminure plus bas avec des anges qui tiennent les armoiries. Et donc, Françoise de Dinan est une femme cultivée. On sait qu'elle s'est occupée de la duchesse Anne dans sa jeunesse. Anne de Bretagne, oui. Et elle lui a probablement donné l'idée, elle aussi, d'avoir ses futurs livres d'heures. Mais Anne en a eu beaucoup de livres d'heures. Et Françoise de Dinan a été enlevée. Oui. Alors, est-ce que c'est exceptionnel, un enlèvement de future épouse ? Non, pas dans la noblesse en particulier. Les femmes de la noblesse sont souvent des proies. Des proies pour avoir des terres, des seigneuries. Alors, il y a rapt et rapt au Moyen-Âge. Il y a le rapt consenti. Le rapt consenti, c'est quand 2 familles veulent absolument faire... se marier leurs rejetons et qu'un des rejetons ne veut pas, ou les 2. Et donc, du coup, on enlève celle que l'on aime vraiment, ou celui qui aime vraiment enlève. Et ça, bon, là, disons, la société est assez généreuse. Bon, voilà, il faut attendre un petit peu, puis on se réconcilie avec la famille. Et puis sinon, on enlève les femmes. Alors, en général, on enlève plutôt les veuves, parce que les veuves, elles ont un héritage. Et c'est plutôt donc les veuves qu'on va
ou les filles uniques, voilà. On connaît des femmes qui ont été raptées, ça s'est passé pas trop mal, mais effectivement, la plupart du temps, quand même, ça se passait pas très bien. Et alors, il y avait, après la mort du mari, il y avait un temps de latence parce que soit la veuve résistait à sa famille, ce qui était difficile, surtout dans la noblesse, soit elle entrait au couvent. Et alors là, toutes les familles étaient mécontentes puisqu'elle amenait l'argent et les terres au couvent. Ouais. Donc, c'est assez courant. Bon, ça ne se faisait pas tous les jours, mais enfin, c'était... Et plus la femme était riche, plus la femme était convoitée. Alors, donc Elsa, qu'aimerais-tu nous raconter sur les enluminures du Moyen-Âge ? Oula, tant de choses. Alors, ce que j'aime particulièrement dans l'enluminure, c'est la nature qui est foisonnante et omniprésente dans les décors. Et ça nous montre vraiment un lien qui était très très fort à l'époque et qu'on a quasiment complètement oublié aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me sens assez proche de toutes ces représentations naturelles, parce que vraiment ça me fait vibrer et ce serait chouette qu'on ait toujours ce lien aujourd'hui. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est que l'enluminure, c'est l'ancêtre de la bande dessinée et je trouve ça très rigolo. Et puis c'est un des exemples, comme dans beaucoup d'arts médiévaux, qui nous montre que le Moyen-Âge, c'est pas seulement une période sombre, triste, faite de famine, de guerre et de maladies, mais qui est aussi remplie de couleurs, de joie, de fêtes et d'humour aussi. On a beaucoup de scènes d'humour, que ce soit dans les marges ou même dans les églises. Les sculptures dans les églises sont remplies de scènes satiriques qui sont absolument délectables. Et je trouve ça super. Et voilà, c'est un petit peu comme l'enluminure, comme les autres arts médiévaux qui nous font voir qui font fondre un petit peu nos préjugés sur cette période qui est très très longue. 1000 ans, c'est long, et c'est une période qui est elle-même faite d'une multitude d'époques. Et voilà, et qui est mise en lumière par ces couleurs et cet or. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, enluminure, ça veut dire illuminare, ça vient du latin illuminare, mettre en lumière, c'est justement. Ça. Voilà, tout à fait, ouais. Et en plus, moi, je trouve que par rapport à la peinture murale ou les tableaux, le fait que les enluminures soient dans des livres, les couleurs sont restées beaucoup plus. Oui. Et donc, en fait, si on veut vraiment avoir l'idée des couleurs du Moyen-Âge, ça va être plus quand même dans ces livres. Et c'est toujours un éblouissement quand on ouvre ces manuscrits, parce que parfois la première page est un peu abîmée, mais sinon on a vraiment les couleurs qui n'ont pas bougé, elles se sont protégées elles-mêmes, et c'est ça qui est merveilleux. Tout à fait, oui, c'est vrai que l'or est toujours éclatant, le lapis lazuli, toujours d'un bleu profond. Enfin, c'est vrai que c'est merveilleux en effet de voir à quel point ça n'a pas beaucoup changé. Alors, on va arriver à notre 6e personnage, le dernier personnage. Oui. Donc, présente-nous Anne de Bretagne. Alors là aussi, c'est vaste. Alors bon, déjà, je vais vous parler de ses particularités. Elle a été duchesse, mais pas la femme d'un duc. Duchesse par héritage de son père, qui n'avait eu que 2 filles, et pas d'héritier. Elle a été 2 fois reine, 2 fois couronnée et 2 fois sacrée. Donc, son 2e mari était moins sacré, d'un certain côté, que sa femme. Voilà. Et ça, c'est unique dans toute l'histoire de France, Bretagne aussi. Anne de Bretagne, on est vraiment à la fin du Moyen-Âge, on a beaucoup d'auteurs qui travaillent pour elle et qui la mettent en valeur, qui la décrivent, qui décrivent son caractère. Alors, on la décrit jolie, petite, un peu boiteuse, charmante. Alors, un caractère trempé, quand même, qui s'explique évidemment parce qu'elle devient duchesse à 11 ans. Et elle essaie de gouverner, mais face à l'armée française représentée par donc Charles VIII, le roi de France, c'est très difficile de résister, et l'armée bretonne va perdre à la bataille de Saint-Aubin du Cormier. Oui. Pas très loin du Mont-Saint-Michel, en fait, au bord de la... 88, Et elle va être obligée, elle va essayer d'épouser l'empereur Maximilien, mais sous la pression française, elle va être obligée d'épouser Charles VIII. C'est un mariage assez malheureux, Elle n'a aucun pouvoir, son rôle est de faire des enfants, et là où c'est très malheureux, c'est que
elle a eu beaucoup de grossesses, beaucoup d'enfants, et le seul qui a dépassé les 1 an est mort à 3 ans. Et donc, on la voit assez terne, en fait, pendant ce mariage. Elle a été mariée très jeune. Et alors, le deuxième mariage, c'est avec le roi successif, Louis XII, est un très bon mariage, là, puisqu'ils se connaissent, en fait, ils sont cousins. Et en plus, Charles VIII a persécuté Louis XII, et donc Louis XII a été dans les rangs bretons, dans la bataille de Saint-Aubin du Cormier. Et donc, c'est un bon mariage. Elle ne voit pas souvent son mari parce qu'il est toujours en Italie. C'est le début des guerres d'Italie avec Charles VIII et Louis XII. Et donc, elle ne le voit pas souvent, mais ils s'écrivent beaucoup. Ils ont même fait carrément un manuscrit, d'ailleurs, où on voit toutes leurs lettres. Hein, et on les voit, c'est la teneur de la lettre et des enluminures. Et elle a été, et en plus, Louis XII lui a rendu son duché de Bretagne. Voilà. Elle est maintenant duchesse de Bretagne et reine de France, mais Louis XII n'intervient jamais en Bretagne. Et donc, malheureusement, c'est la même chose qu'avec Charles VIII. Elle réussit à avoir une fille qui s'appelle donc Claude, dont on a parlé tout à fait au début, mais pas de fils. Et donc, sa dernière grossesse se passe mal, en 1512. Elle tombe malade et elle va mourir donc en 1514. Et elle va être enterrée dans la basilique de Saint-Denis, dans un tombeau alors extrêmement majestueux, à égalité avec son mari. Mais elle aurait voulu être enterrée en Bretagne. En Bretagne. Et donc, ne pouvant pas le faire, étant reine de France, en plus c'est une tombe commune, hein, ils sont enterrés, Louis XII et Anne, dans la même tombe. Et donc, ne pouvant pas avoir le corps, elle avait, dans son testament, demandé que son cœur, revienne à Nantes. C'est vraiment la Nantaise, hein, Anne de Bretagne. Et voilà l'écrin de son cœur. C'est une orfèvrerie en or, qui a été d'ailleurs volée il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on a retrouvé, ça a fait l'actualité. Ouais. Et là, donc, c'est toutes les seigneuries hein, qu'elle possède, là, sur ces cierges. Et là, vous avez un cortège, donc, de deuillants, hein, ou de pleurants, comme on dit au Moyen-Âge. L'hermine, bien sûr, l'hermine et le lys, et des cierges, et aussi des cordes, puisqu'elle avait créé un ordre religieux de la cordelière. Et donc, le cœur d'Anne a été amené, donc, avec un grand cortège, un grand apparat, à l'église des Cordeliers, où était la tombe de son père, et devait être placée là. Et puis finalement, on a par la suite changé la disposition de la tombe du duc de Bretagne, et on l'a mis dans la cathédrale. Mais au départ, elle avait un faible pour les Cordeliers, c'est-à-dire les franciscains. Et là, un auteur donc, qui travaillait pour Anne de Bretagne, Pierre Choc, a écrit le récit donc, des funérailles de Anne de Bretagne. Et donc c'est l'enluminure, qui est la seule enluminure du manuscrit, qui montre donc les funérailles, plus ou moins, puisqu'on partageait les corps hein, à l'époque, d'Anne de Bretagne dans la partie bretonne. Oui, tout à fait. Bon ben voilà, on termine sur cette enluminure de la bibliothèque de Rennes. Alors Elsa, tu voulais nous montrer plusieurs choses que tu as apportées. Alors je vous ai apporté une création sur Jeanne de Belleville, qui représente donc la femme pirate dont on parlait tout à l'heure. Ah, ça tombe bien, parce qu'on n'a pas d'image d'elle, justement, hein, pas d'enluminure, donc c'est parfait. Voilà, donc qui représente un petit peu son histoire dans les vignettes autour de son portrait. Très bien. Voilà, et puis je vous ai apporté aussi un fac-similé des grandes heures du duc de Berry, donc pas les très riches heures, attention. Voilà, ne pas confondre. Le duc de Berry avait d'innombrables manuscrits, et notamment celui-ci qui s'appelle Les Grandes Heures et qui est rempli de grotesques.
Voilà. Très Oui, satirique, ces comme on personnages disait des marges. tout à l'heure, avec par exemple cet évêque qui a un soufflet sur la tête à la place de sa mitre et des pattes de dragon. Et ce livre en est rempli de caricatures extrêmement bien peintes en même temps. Tout ça dans un livre religieux, un livre d'heures dont on parlait tout à l'heure. Et ça, je le trouve fantastique. Oui, on voit comment c'était calligraphié aussi, Là, c'est avec vraiment... quelle précision. Oui, les lettres étaient tracées. Oui, alors ça, c'est par exemple, la calligraphie s'appelle la Gothic Textura. Gothic Textura, ouais, la plus célèbre. Ouais. Voilà. Ben, merci Elsa. On se croirait dans un atelier d'enlumineur du Moyen Ah Âge. oui. C'est fabuleux, avec un peu le nom de la rose aussi, avec des poisons, voilà, la céruse. Et puis, Sophie, tu as apporté 2 livres. Voilà. J'ai apporté donc mon livre sur les chevaleresses, où je parle évidemment de toutes ces héroïnes bretonnes, en particulier Jeanne la Flamme, et puis aussi bien d'autres, comme Black Agnès, par exemple, en Écosse, qui a une forte personnalité aussi. Et bon, bien sûr, Jeanne d'Arc, mais pas seulement. Jeanne d'Arc, c'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Et puis, parce que l'histoire est faite de grands hommes, j'essaie de montrer des femmes aussi. Il n'y a pas que des hommes, et en particulier pour le Moyen-Âge. Évidemment, justement, là, on voit une auteure, c'est Christine de Pisan, qui faisait travailler des enlumineresses, Bourgault, et qui commandait vraiment la calligraphie. Et elle travaillait avec une enlumineresse qui s'est représentée d'ailleurs dans un des livres de Christine de Pisan. On la voit peindre. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup à nos 2 invités et puis à bientôt pour de nouveaux secrets d'enluminure. Merci à tous.